Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Congo, le dossier du jour sera consacré à la réforme des institutions. Et puis au sommaire également de cette émission, le président tchadien Idriss Déby Itno nomme un nouveau Premier ministre à quelques mois de l'élection présidentielle. Et puis 6 soldats guinéens ont perdu la vie au cours d'une attaque au nord du Mali. Malgré les différents accords de paix et les interventions militaires, les groupes terroristes présents dans la sous-région n'ont toujours pas été chassés. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité et avocat, Brice Nzamba. Brice, bienvenue. Bonsoir Amira. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Peu semblent en douter. La nomination d'un nouveau Premier ministre au Tchad est une stratégie du président Idriss Déby Itno. Pourquoi une telle suspicion ? Eh bien, parce que le nouveau chef de l'exécutif, Pahimi Padaké Albert, avait l'intention de se présenter contre le président à l'élection présidentielle du 10 avril. Alors, véritable manœuvre ou simple remaniement ? Élément de réponse avec ce sujet qui nous a été préparé par Olivia Hieré-Dobré. Nomination d'un nouveau Premier ministre à 2 mois des élections présidentielles au Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno nomme Albert Pahimi Padaké comme nouveau chef de l'exécutif en remplacement de Kalzebé Pahimi Debé, qui a présenté sa démission ce samedi 13 février 2016. Un changement qui apparaît comme stratégique de la part du chef de l'État tchadien à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle. En effet, Albert Pahimi Padaké s'apprêtait à se présenter contre le président sortant Idriss Déby Itno le 10 avril 2016, date du scrutin. Selon certains observateurs, sa nomination pourrait également aider le président Idriss Déby à prendre des voix au leader de l'opposition, Saleh Kebzabo, originaire de la même région que le nouveau Premier ministre au sud-ouest du Tchad, le bastion électoral le plus important du pays. C'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, il est jeune, il a de l'expérience, il a travaillé dans le gouvernement, il a occupé plusieurs postes ministériels. Il fait partie des 2 candidats de la dernière élection. Et donc c'est quelqu'un quand même qui a eu des députés. Alors le fait de le nommer, ça veut dire que du coup, on ampute un électorat. L'endroit où il vient est quand même c'est un endroit beaucoup contesté parce qu'il y a un chef de l'opposition qui est là, Saleh Kebzabo, et à lui, c'est pour cela qu'on l'a nommé. En plus de la bataille électorale, le nouveau Premier ministre devrait gérer un front social de plus en plus exigeant. Mais il y a quand même des problèmes de dossiers que l'ancien laisse intacts. Tout le problème des remous au niveau des conditions sociales des Tchadiens, soit les problèmes des arriérés des salaires, soit les problèmes des jeunes qui cherchent quand même à être occupés quelque part, même si au niveau de la fonction publique, on ne peut pas tous les employer. Un autre défi, c'est le défi sécuritaire. Et les gens ont besoin d'être rassurés. Le président Idriss Déby, au pouvoir depuis plus de 25 ans, s'est engagé à modifier la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels s'il est réélu, ainsi que de faire du Tchad un État fédéral. J'ai mal à un changement de Premier ministre à quelques mois de la présidentielle. La stratégie est claire en nommant Pahimi Padaké Albert qui avait l'intention de se présenter contre Idriss Déby Itno le 10 avril. Le président tente de réduire le nombre d'adversaires. Ça s'appelle « Je fais de la politique ». Le président Idriss Déby Itno est un habile tacticien, il le prouve encore une fois, mais je l'ai toujours pensé. Voilà un monsieur qui était assiégé en 2008, en février 2008. On ne donnait pas un copec pour sa survie politique, sa survie probablement tout court. Quelques années après, il est l'architecte de la sécurité et de la paix au Mali. Il est un artisan fondamental de la paix dans la région. Il est un acteur premier de la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram, contre l'insécurité au Mali. Il a un rôle trouble pour certains, mais en tout cas important à la République centrafricaine. Et voilà que dans le front intérieur, il ne manque pas de ressources non plus. Chapeau l'artiste. Oui, Jean-Marie, c'est naturel, une stratégie, une manœuvre électorale à quelques mois de l'élection présidentielle. Mais ce candidat, justement, potentiel à la présidentielle, qui décide de retourner du côté du pouvoir, un atout de taille pour le président Idriss Déby Itno, d'autant plus si, grâce à lui, il arrive à récupérer des voix au leader de l'opposition, Saleh Kebzabo.
Comme Djemal le disait tout à l'heure, c'est de la politique. La politique chez nous en Afrique, si vous voulez, dans la mesure où vous n'avez jamais des camps qui sont stables. C'est cette instabilité politique-là qui porte aussi préjudice à notre environnement politique, dans la mesure où vous allez débaucher quelqu'un qui est dans l'opposition, un des leaders. C'est vrai que le leader est là, mais la stratégie du président Déby est la suivante. C'est que j'affaiblis le camp d'en face. Dès l'instant que je prends un des membres qui a une certaine réputation sur la scène politique, je sais que je vais récupérer des voix, comme ça a été dit. Donc c'est quelqu'un qui est un stratège, qui est extrêmement, comme Djemal le répétait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est passé à ça de la politique. Mais il a su très très bien rebondir parce que, et c'est ça qui montre qu'il est un bon politicien. C'est pas que j'approuve ce que fait le président Déby, mais il est un bon stratège politique dans la mesure où il coupe l'herbe sous le pied, si vous voulez, à la classe politique, en essayant de s'associer les partis les plus importants, si vous voulez, bon, de la scène politique tchadienne. Donc à partir de là, espérons tout simplement, c'est-à-dire les préoccupations des Tchadiens, que ces préoccupations-là, si vous voulez, on va essayer, comment dire, de les satisfaire, à savoir, si vous voulez, au niveau social. Nous le savons, là où le bas blesse dans toutes nos politiques africaines, c'est que vous avez des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Pratiquement dans tous les pays, vous avez entre 60 et 75%, voire 80% de la population qui est la jeunesse. Et ces gens-là se retrouvent sur le marché du travail, c'est-à-dire ils sont pratiquement sûrs à 90% que bon, ils ne trouveront pas un emploi. Qu'on essaye de s'épancher sur cette problématique de la jeunesse africaine, là, qui est un problème très très épineux par rapport à nos dirigeants africains. Djemal, avec un président sortant candidat, une seule solution pour l'opposition, c'est bien évidemment la candidature unique. Pensez-vous que c'est un scénario qui pourrait se concrétiser au Tchad ? Oui, le président Idriss Déby Itno a sans doute un front intérieur assez important, une opposition assez forte, elle l'a toujours été, elle a des visages très forts qui l'ont incarné pendant très longtemps et qui continuent à l'incarner. Et donc on a encore une fois connu l'artiste, l'homme politique, de géopolitique très fort, qui a un rôle important dans la région. On avait sous-estimé le tacticien de politique intérieure qu'il était. Et donc il devait affronter cette élection dans les 2 prochains mois, dans une situation économique difficile, un pétrole qui est à moins de $30, dans une situation sécuritaire où il semblait sur beaucoup de fronts à la fois et incapable d'avoir les moyens d'y faire face, une population mécontente parce qu'elle découvre le terrorisme, et voilà qu'il trouve un dénouement intelligent, rapide, efficace, et il calme probablement la région qui lui est la plus hostile, où les frondeurs sont les plus importants. Et donc, encore une fois, il prouve qu'il ne manque pas de ressources intérieure, l'habileté nécessaire pour faire face à une situation dans les 2 prochains mois qui aurait pu être explosive et qui aujourd'hui joue pleinement et entièrement à son avantage. Encore une fois, je suis admiratif du président Idriss Déby Itno, que je compare toujours quelque part à Bismarck. Je considère que c'est le grand tacticien des régions, mais finalement, en plus d'être un Bismarck, c'est un excellent tacticien de politique intérieure qui fait bien les choses. Bravo encore une fois. Jean-Marie, vous partagez cet optimisme de Djemal ? L'optimisme de Djemal, je ne le partagerai pas jusqu'à ce niveau-là. Si vous voulez, on peut être un bon tacticien politique, mais il faut regarder la finalité. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on fait, si vous voulez, de cette manne politique-là qui tombe? Dans nos États africains, comme je le disais tout à l'heure, la nécessité, c'est quoi? C'est de mettre en place des bonnes politiques sociales, des stratégies économiques qui fassent en sorte qu'on aille de l'avant. Si on s'arrête uniquement dans la politique politicienne, de mon point de vue, on n'avance pas. C'est-à-dire chaque chef d'État a là pour fixer, si vous voulez, le cap directeur, où va la nation, quelles sont les actions à mettre en place, quelles sont les stratégies, quelles sont les politiques nécessaires pour pouvoir faire progresser le pays. Parce que rappelons que le Tchad fait partie des pays les plus pauvres au monde. Exactement. Donc, je veux bien suivre Djemal, si vous voulez, sur la logique pétrolière. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas l'effacer d'un revers de main. Toujours est-il que les recettes qu'encaissait le Tchad, si vous voulez, il y a encore pratiquement, disons 1 an tout simplement, 1 an en arrière, ne sont plus les mêmes. Mais n'empêche que là-dessus, si on s'assoit sur la politique politicienne, moi j'ai suivi le discours du président Déby. Le discours du président Déby, c'était modification de la Constitution. Dans cette modification de la Constitution, il aurait dû, de mon point de vue, si on avait besoin d'avoir un renouvellement de la classe politique tchadienne, il est là depuis pratiquement 2 décennies et demie. Bon, il aurait bien pu passer la main et sortir la tête haute, si vous voulez, de chez lui. Bon, mais maintenant, les défis qui restent à affronter sont énormes. Ça, de mon point de vue, c'est de la politique politicienne.
Fixons-nous des objectifs, si vous voulez, dans tous les pays africains. Je le demande à tous nos présidents, c'est-à-dire de se fixer des objectifs clairs, de pouvoir clarifier la scène politique, parce que ça empêche la formation d'une classe politique solide et d'une opposition solide. J'ai mal très rapidement. Je n'ai absolument pas donné un avis général, comme Jean-Marie Bitemot aime bien me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est la situation politique et c'est un bilan qu'on fait du président Idriss Déby Itno. J'ai mon idée là-dessus. S'il faut la développer, on n'aura pas le temps, je le ferai. Donc il ne s'agit pas de ça. Encore une fois, Jean-Marie, l'idée d'être un tacticien politique est plutôt une qualité pour un personnalité politique, pour un homme politique. Et donc, très bien, et donc, minimiser en disant politique politicienne, c'est comme s'il y avait une espèce de quelque chose de malsain là-dedans. Il n'y a rien de malsain. Le président, je finis, le président Idriss Déby Itno a le droit de traiter comme il le faut, avec habileté et intelligence, le front intérieur politique de chez lui et faire face, au demeurant, à la situation générale, au demeurant difficile que traverse son pays actuel. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a aucun doute que l'idée telle qu'elle a été faite hier est une habileté politique. Et l'habileté politique est une qualité, pas un défaut. Et c'est la deuxième fois depuis le mois de novembre. Ce vendredi 12 février, 6 soldats guinéens ont perdu la vie lors d'une attaque dans le nord du Mali. Un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est un sujet de Gladys Mwamba. Deuil national décrété en Guinée après la perte des 6 soldats guinéens au Mali. Le président et commandant en chef des forces armées guinéennes, Alpha Condé, a décrété un deuil national de 3 jours, à compter du dimanche 14 février, sur l'ensemble du territoire guinéen. Un hommage aux 6 soldats guinéens membres de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, décédés à Kidal, au Mali, le vendredi 12 février 2016. Il faut souligner que le pays est très meurtri par ce qui est arrivé du côté du Mali. On s'y attendait évidemment. Et intérieurement, il faut souligner qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises depuis l'engagement de la Guinée de participer à la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali, notamment des hôtels, des dispositifs sécuritaires ont été déployés devant de grands hôtels et devant des restaurants fréquentés par les étrangers. Et donc il y a ce dispositif sécuritaire qui est visible en Guinée. Et il y a d'autres dispositifs sécuritaires qui ont été pris et dont le gouvernement n'a pas souhaité communiquer publiquement là-dessus. Vendredi 12 février, le camp de la mission de l'ONU au Mali a été la cible d'une attaque revendiquée par le groupe Ansardine. Un véhicule chargé d'explosifs et 2 tirs de roquettes ont fait 6 victimes et plusieurs blessés dans le camp militaire. Parallèlement, dans le nord-ouest du pays, dans la région de Tombouctou, une deuxième attaque avait lieu, entraînant également la perte de 3 soldats maliens. Selon le président de la République, la Guinée va continuer à participer au niveau international à la lutte contre le terrorisme. C'est vrai qu'il y a eu ce drame des soldats guinéens qui sont morts du côté du nord du Mali, mais l'État guinéen va continuer à s'engager au niveau international dans la lutte contre le terrorisme, notamment au nord du Mali. Fin novembre 2015, 2 soldats guinéens de l'ONU avaient déjà perdu la vie à Kidal dans une attaque à la roquette contre le camp de la MINUSMA. Une action également revendiquée par le groupe Ansardine. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013 au Mali, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis celle de 1993 en Somalie. Pour de nombreux analystes, la MINUSMA devrait être autorisée à mener des opérations militaires pour prévenir des attaques dont elle est régulièrement la cible, une possibilité que l'actuel mandat ne prévoit pas. C'est l'interrogation en Guinée. Ces soldats sont-ils vraiment équipés pour la situation? Jean-Marie, que leur répondriez-vous? Les soldats sont-ils équipés pour la situation? Je ne pourrais pas trancher, si vous voulez, Amira. Le problème, c'est que nous nous retrouvons, c'est-à-dire le terrorisme dès l'instant, c'est-à-dire même les pays occidentaux qui sont censés avoir les capacités pour pouvoir juguler le terrorisme, n'y arrivent pas, n'y parviennent pas. Vous avez un pays comme les États-Unis qui a des ennemis intérieurs, vous avez des Américains qui se lèvent pratiquement tous les jours, qui sont contre, si vous voulez, une telle ou telle politique est menée. Encore nous, quand on arrive en Afrique, nous n'avons pas les moyens logistiques pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il faudrait, c'est une lutte de très très longue haleine dans la mesure où il faudrait, c'est-à-dire former, associer, comme on le dit souvent sur ce plateau, associer la population, essayer de réduire le risque. Le risque zéro n'existera jamais avec le terrorisme. Tout simplement pourquoi? Parce que nous savons que c'est une lutte asymétrique dans laquelle vous avez un individu, c'est arrivé, c'est-à-dire à plusieurs reprises chez moi au Cameroun, vous avez un individu qui a été endoctriné, à qui on va poser des bombes, on va dire allez-y vous exposez sur un marché, vous allez tuer une dizaine, une vingtaine de personnes. Mais malheureusement pour nous, les pays africains, la seule et efficace solution que nous avons, c'est vraiment, j'entendais Djemal dire une chose très efficace chez lui, c'est que le premier policier de chez
chez moi en Mauritanie, c'est le berger. C'est le berger, dès l'instant qu'il arrive quelque chose, le berger retransmet. Donc il est impératif et nécessaire pour tous nos États africains qui sont touchés par le terrorisme d'intégrer vraiment la population, si vous voulez, de manière claire et nette, et surtout leur donner les moyens de pouvoir agir. C'est pas tout simplement mettre en place des stratégies. On va nous dire que oui, vous voyez, voilà, veut vraiment associer la population. Encore faudrait-il que la population ait les moyens de pouvoir réagir de manière instantanée. Là, c'est de la réactivité, une réactivité immédiate par rapport aux dangers qui guettent tous les États africains qui sont soumis au terrorisme. C'est malheureux que ça touche pratiquement tous les soldats de ces forces multinationales, là, puisque au moins, une fois, ça c'est aussi un aspect négatif dans la mesure où tous les Africains se sont rendus compte de la problématique et que maintenant, vous avez des chefs d'État qui sont relativement enclins à envoyer des forces pour aller aider, si vous voulez, les autres pays africains. Des pays africains se sont engagés dans ce combat dans le nord du Mali, la France également. Les opérations militaires se poursuivent. Il y a même un accord de paix qui a été signé entre les différents belligérants. Et pourtant, rien de tout cela ne semble empêcher les terroristes d'avancer et même de pulluler. Pourquoi ? Parce que nous avons deux sujets différents. Nous avons l'insécurité dans le nord du Mali qui est consécutive à un problème intérieur malio-malien. Je ne sais pas si l'expression est bonne. Puis après, on a un deuxième problème qui est le problème donc du terrorisme international dans la région. D'emblée, il y a une chose que j'ai appréciée, c'est le deuil décrété par le président Condé. Je trouve que c'est un excellent respect pour la mémoire des victimes et qu'enfin nous comprenions que nos victimes sont aussi importantes que les autres et qu'un deuil est nécessaire pour rendre un peu hommage à leur mémoire. Et je trouve que c'est une bonne chose. La deuxième chose maintenant, c'est que la guerre au Mali je fais partie de ceux qui l'ont soutenue, mais l'idée de penser que les avions militaires français ayant combattu, ayant du moins largué des bombes, les militaires de la coalition africaine, menée d'abord par les Tchadiens, et frapper là où il fallait frapper, la guerre était finie, c'est qu'on n'a rien compris. Non, ce n'est pas terminé, c'est une guerre asymétrique, elle est longue, elle va être longue, elle va faire des victimes. Elle met en opposition des armées régulières qui n'ont pas l'habitude de la rébellion contre des groupes armés, mobiles, importants, parfois, hélas, bénéficiant de la solidarité ou en tout cas de la complicité d'une partie de la population trop longtemps délaissée par les États centraux. Et puis, l'idée que tant que nous n'aurions pas développé le nord du Mali, tant que nous n'aurions pas une activité, une vie économique dans le nord du Mali, ce territoire-là sera hélas laissé pour compte, abandonné et occupé par des grandes armées. Et puis plus globalement, l'idée de penser que le terrorisme est un fléau qui concerne tout le monde et que personne n'y échappe. Aujourd'hui, ce sont des soldats guinéens, hier c'était le Burkina, avant-hier c'est le Mali, hélas demain ce sera quelqu'un d'autre. La réponse doit être forcément et obligatoirement collective. J'ai entendu le président mauritanien dire une chose à un média africain il n'y a pas longtemps, en lui précisant que si vous voulez faire la guerre, faites-la sur 3 points. Un point stratégique et tactique, il faut frapper. Un point économique, il faut réinsérer les gens. Et puis un point de vue intellectuel, il faut expliquer à ceux qui sont égarés, endoctrinés, que l'endoctrinement est dangereux. Et il faut utiliser des arguments contre les arguments fallacieux, dangereux, utilisés par les terroristes. Et donc si vous ne combinez pas les 3 guerres, vous n'arriverez jamais à boire rien du tout. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.